Hello everyone and welcome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce lancement de l'édition spéciale du NORAG numéro 11 sur le multilinguisme et la transition linguistique, innovation et possibilités. Nous allons aborder quelques questions d'ordre technique à présent. Je m'appelle Moira Foll, directrice exécutive du NORAG. Les micros et les caméras doivent être éteints. Pour les participants, nous sommes en train d'enregistrer cet événement pour pouvoir le diffuser auprès du public. Si vous avez le moindre problème technique, n'hésitez pas à aller sur la messagerie. Vous pourrez échanger avec les personnes qui ont organisé. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les poser dans l'onglet questions-réponses qui se trouve à la droite de la messagerie. Il faut s'assurer que ces deux éléments sont bien séparés pour que nous puissions répondre correctement à vos questions. Si vous voyez une question dans l'onglet à laquelle vous aimeriez obtenir une réponse, vous pourrez cliquer dessus et ainsi les questions qui intéressent le plus de personnes seront au sommet de la liste. Alors, vous avez aussi un sous-titrage qui est disponible dans différentes langues. Il est disponible si vous voyez aussi l'interprétation simultanée disponible en anglais, français, arabe, portugais, russe et espagnol. Et j'encourage les intervenants anglophones à sélectionner l'anglais dans les langues. C'est important car certains intervenants ne vont pas faire leur présentation en anglais et vous risqueriez de la rater. Ce serait dommage donc de perdre du temps à ce moment-là pour trouver la bonne langue. Je demanderai donc aux personnes qui écoutent l'anglais et qui parlent en anglais de sélectionner également la langue qu'ils et elles souhaitent écouter. Bien, quelques mots concernant le NORAG. Après avoir parcouru l'ordre du jour, aujourd'hui, nous allons écouter l'un des responsables de l'édition, Prem Fiac, et puis ensuite des auteurs de cette édition spéciale. Il n'a pas été possible d'avoir l'ensemble des personnes en charge aujourd'hui, mais nous espérons que les auteurs sélectionnés par les éditeurs vous donneront une bonne idée de la qualité du travail réalisé et de l'ampleur des thèmes qui sont couverts dans cette édition spéciale. Et puis ensuite, Barbara Trudel partagera quelques mots de conclusion. Elle est aussi en charge de l'édition de cette œuvre. Alors, quelques mots rapidement sur le NORAG. Le NORAG se charge de partager des connaissances, de partager aussi des connaissances qui sont sous-représentées, de se faire le courtier des dialogues et de coproduire des connaissances. Nous le faisons pour que les parties prenantes, les membres du réseau NORAG, puissent avoir accès aux connaissances dont ils ont besoin pour améliorer leurs pratiques et leurs politiques, et pour qu'ils en aient connaissance et qu'ils puissent agir sur cette base. Et pour également pouvoir amplifier les connaissances sous-représentées, marginalisées, toute cette expertise qui est essentielle à la mission du NORAG. Et nous travaillons sur ces 5 thèmes stratégiques que vous voyez à l'écran. L'événement d'aujourd'hui sur le multilinguisme et les transitions fait partie du volet innovation et perturbation, donc ce volet thématique. Le réseau NORAG compte un peu plus de 6000 membres aujourd'hui qui sont répartis dans le monde entier. 60% se trouvent dans les pays du Sud. Nous avons, je dirais, presque 50% des membres qui font partie du monde universitaire, ainsi que des représentants de l'ensemble des autres secteurs de la société auxquels vous pourriez penser. Vous pouvez rejoindre le réseau. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce code QR. Oui, pardon, merci Camille, je n'avais pas été assez rapide. Vous pouvez scanner ce code QR et cela vous permettra d'avoir accès au réseau. Alors, nous allons commencer par un petit sondage très rapidement pour savoir qui sont les personnes présentes dans la salle. Les questions sont en anglais. Je vais les lire pour que les interprètes puissent les traduire et vous les trouverez également dans la messagerie fournie dans les différentes langues.
Alors, la première question est: parlez-vous une langue que vous estimez minoritaire? Il peut s'agir de votre langue maternelle, d'une deuxième, troisième ou une autre langue que vous parlez. Alors, la première question, je le répète, parlez-vous une langue que vous estimez comme étant une langue minoritaire? Oui ou non? Deux choix. Question numéro 2. Avez-vous déjà étudié ou enseigné l'utilisation d'une langue que vous n'utilisiez pas à l'époque au niveau social, en dehors du monde de l'enseignement? Donc, avez-vous déjà étudié ou enseigné l'utilisation d'une langue que vous n'utilisiez en fait que dans la salle de cours, que dans le cadre de l'enseignement? Oui ou non? Voilà. Je vois que les réponses arrivent progressivement. Très bien. Nous avons les réponses. Alors, pour ce qui est des réponses au sondage, on peut voir que 40% des personnes qui ont répondu, des participants ici présents, parlent une langue qu'ils estiment être une langue minoritaire. C'est un pourcentage assez élevé. Et cela démontre l'importance justement des thèmes que nous abordons aujourd'hui. Pour ce qui est des personnes qui ont soit étudié, soit enseigné l'usage d'une langue qu'ils n'utilisaient pas en dehors des salles de cours, 60% des participants ont vécu cette expérience, ce qui vous montre là encore l'importance de cette déconnexion entre une langue que nous utilisons en dehors de la salle de cours et les langues que nous utilisons parfois dans le cadre de l'enseignement. Pardon, voilà, pour ce qui est de la requête et de cette édition spéciale du NORAG, nous voulions aborder le fait que le multilinguisme est un fait dans de nombreux États et que les sociétés multilingues nécessitent des enseignements multilingues. Si l'enseignement qu'elles veulent proposer se veut équitable, accessible au plus grand nombre. Toutefois, le fait de proposer cet enseignement multilingue n'est pas simple, n'est pas acquis. Et donc, cette édition spéciale numéro 11 du NORAG sur le multilinguisme, transition linguistique, innovation et possibilités aborde ces difficultés, ces opportunités et aborde justement le multilinguisme tout en respectant le droit à l'éducation, le droit à l'expression culturelle et le droit à bénéficier de moyens de subsistance. Et je pense que nos responsables ont fait une sélection incroyable. Ils ont sélectionné 23 articles de 46 contributeurs issus de 4 continents. Et ces articles abordent différentes opportunités, les défis que revêt cet enseignement dans 23 contextes diversifiés, en particulier ceux qui ont un passé d'oppression coloniale. Et cela nous permet aussi de voir comment est-ce que les effets de ce passé colonial sont encore présents, comment est-ce qu'ils affectent les salles de classe, les apprentissages et les connaissances de millions de personnes. Nous sommes donc très fiers de pouvoir présenter ce travail aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Prem Piak, qui est enseignant à l'Université de Columbia et qui représente les éditeurs aujourd'hui. Prem, vous avez la parole. Bien, bonjour, merci Moira, merci beaucoup. Alors, Mr. Raoula, ma première langue, Namasté dans ma deuxième langue. Bonjour, bonsoir, merci de nous avoir rejoints au nom de notre équipe. Je souhaite accueillir tout le monde et soyez les bienvenus. J'aimerais, comme vous pouvez le voir à l'écran, je représente mes collègues que vous pouvez voir ici, Angéline Barrette, Rachel Bowden, Anthony Essien et Barbara Trudel.
Et je remercie le NORAC de nous avoir donné cette occasion de produire et rédiger cette édition spéciale. Je serai très succinct pour présenter un petit peu ces travaux. Ce sera assez rapide. Alors, le multilinguisme, aujourd'hui, eh bien, fait partie de nos communautés, de nos sociétés. Il en fait partie intégrante. Nos écoles sont plus diversifiées, nos communautés sont plus diversifiées en termes de langage et de culture. Et bien évidemment, il faut que l'enseignement multilingue réponde aux besoins qui sont différents de tous les étudiants viennent de contextes, de situations différentes. Nous avons pu voir plusieurs études réalisées qui mettent l'accent sur les difficultés, les problèmes que représente ce multilinguisme et estiment toutefois que les enseignants et les étudiants pourraient devoir utiliser la langue ou des langues qu'ils utilisent en dehors de ces contextes. Ces études ont également montré que le fait d'autoriser les étudiants à utiliser leur propre langue communautaire et d'autres langues est nécessaire pour garantir un enseignement inclusif, équitable, un enseignement de qualité, en d'autres termes. Il y a d'autres études, une NORAC, qui ont montré qu'il était extrêmement difficile pour les enfants et les adultes d'apprendre à utiliser ce que l'on appelle une langue internationale, une langue globale, entre guillemets, qu'ils ne retrouvent et qu'ils n'utilisent qu'à l'école. Certains exemples fonctionnent, mais tout le monde n'y parvient pas forcément. Ce n'est pas le cas de la majorité. Donc le but de cette édition spéciale du NORAG n'est pas ici de venir argumenter l'importance, plutôt de donner de la visibilité à toute une série d'innovations qui existent et de montrer comment est-ce que l'enseignement peut être multilingue, qu'il est multilingue et qu'il peut être multilingue, surtout bien à l'heure d'analyser les défis et certaines des méthodes adaptées ou appropriées ou mises en place aux différents niveaux politiques. Nous avons demandé aux différents auteurs de cette édition spéciale d'aborder des questions particulières concernant l'enseignement multilingue et d'essayer d'aborder les stratégies qui peuvent être adaptées et utilisées pour aborder les lacunes qui peuvent exister entre les politiques et la réalité. Nous n'avons pas imposé de méthode ou d'idées sur ce qui est considéré comme une innovation dans le cadre de l'enseignement bien innovant. Certains parlent de programmes, d'autres mettent plutôt l'accent sur ce que les enseignants font dans les salles de cours, d'autres parlent des programmes scolaires, des politiques, mais les différentes contributions apportent différents modèles d'enseignement. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils font toujours le lien entre l'enseignement multilingue et l'inclusion et l'équité. Nous sommes conscients toutefois que ces modèles sont locaux et qu'ils ne doivent pas être perçus comme étant universels. Ils doivent être créés et ils sont créés dans des contextes sociolinguistiques et culturels bien particuliers. C'est quelque chose, un point sur lequel il convient d'insister. Et c'est un point qui est notamment abordé dans cette édition spéciale. C'est notamment important. Il y a plusieurs histoires couronnées de succès. Il s'agit d'apprendre à faire les choses différemment, que ce soit au niveau d'un enseignant qui cherche à être plus inclusif auprès des apprenants dans sa salle de cours ou peut-être au niveau de certaines politiques nationales. Donc, cela aborde toute une série de questions critiques, notamment comment est-ce que des nouvelles langues pourraient être introduites dans l'enseignement et maintenues dans l'éducation? Quel est le soutien dont les enseignants ont besoin pour un enseignement multilingue? Quels sont les supports d'apprentissage dont ils ont besoin également pour cet enseignement multilingue? Et comment aussi procéder à une évaluation? C'est un point qui est critique pour garantir l'application et la mise en œuvre de cet enseignement multilingue. C'est aussi une grande question. Donc, autre point, l'enseignement multilingue, est-ce qu'il est possible d'un point de vue politique? Cela soulève toute une série de questions liées au manque d'engagement politique pour permettre l'application de ces approches multilingues. Autre question
qui se posent concernant l'enseignement multilingue concernent les opportunités plutôt que les difficultés, et les auteurs de ces thèmes-là ont mis l'accent sur certaines des questions les plus urgentes que nous avons vécues et identifiées dans les différents contextes. La première question, par exemple, l'enseignement multilingue peut-il rapprocher les liens entre les écoles et les communautés locales? Il y a des exemples, bien évidemment. Au niveau théorique, nous estimons que cet enseignement multilingue rapproche les écoles des communautés. Puis il y a des exemples qui vont dans d'autres sens. Donc, quelles sont les compétences linguistiques dont les professionnels ont besoin dans une société plurilingue? Cela pose la question des enseignements qui ont besoin de compétences linguistiques à leur tour pour pouvoir aider les étudiants qui proviennent d'horizons différents. Quelles sont aussi les nouvelles possibilités qui sont permises grâce à cet enseignement multilingue? Comment est-ce que l'on peut mettre en œuvre cet enseignement multilingue au niveau de la pédagogie et des programmes scolaires? Autre question que nous avons abordée dans cette édition spéciale, quel est le rôle de la langue pour décoloniser l'éducation et l'enseignement, pour réparer ces inégalités et modifier l'environnement? Il y a bien tout un chapitre sur la décolonisation de l'enseignement et essayer de réparer, de remédier aux inégalités historiques que nous avons vécues. En d'autres termes, et c'est particulièrement important pour aborder les inégalités historiques dont ces communautés ont été victimes, et comment est-ce que l'on parle des pertes engendrées, et comment y parvenir lorsque l'on imagine notamment l'avenir de l'enseignement plurilingue. Comme, alors, au fur et à mesure que vous parcourez cette édition, vous verrez différents points de vue, différentes perspectives. La langue est toujours politique. Il s'agit toujours, bien évidemment, d'un point de vue bien particulier. Dans cette édition spéciale, vous verrez qu'il y a aussi bien une perspective différente de genre également. Il s'agit de voir aussi comment est-ce que l'on parle de la langue dans ce cadre, différents discours. On parle notamment de transition ou de modèles qui sont différents dans ce cadre de l'enseignement, euh, qui et voir justement comment modifier cette langue numéro un, et puis différents modèles de transition qui sont présentés et qui mettent l'accent, ou en tout cas essaient de voir comment justement utiliser une langue 2 pour l'ensemble des apprentissages. En fait, un modèle de transition. Le but étant à nouveau d'essayer de passer outre les différents euh, problèmes. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est quelque chose qui est parfait, et que nous acceptons le fait que ces modèles sont encore en cours d'évolution, et que ce premier modèle reste le modèle dominant qui s'applique dans différentes communautés, différentes institutions ou différents États. Autre point de vue, le transglossique, c'est comme ça que nous l'appelons, qui lui se dépend, bien justement développé sur une langue une, qui est développée en parallèle d'une langue numéro 2. Le but étant de permettre cet enseignement multilingue qui aide en fait au développement de différentes langues, à l'utilisation en plus de la langue 2. L'objectif du modèle transglossique ou de ces différents modèles vise à aider les apprenants à utiliser les deux langues, L1 et L2, de façon simultanée.
Dans cette édition spéciale, vous verrez comment les auteurs issus de différents contextes et pays utilisent différents modèles pédagogiques, par exemple, pour, garantir, eh bien, l'ensemble des capacités des apprenants, des étudiants, quelle que soit leur capacité linguistique. Vous verrez notamment certains chapitres qui mettent l'accent sur le translangage, en d'autres termes, comment utiliser à savoir la L1 et la L2, en fait différentes langues de façon simultanée dans une salle de cours pour aider les étudiants à, justement, être en adéquation avec le contexte dans lequel ils apprennent. Cette approche multilingue fait que, eh bien, ici, les frontières ou limites ne sont pas forcément renforcées, c'est plutôt une approche plus multilingue qui est adaptée. De façon générale, cette édition spéciale aborde les deux points de vue et bien évidemment, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'une approche est préférable à l'autre. En fait, nous, essayons de montrer que les 2 modèles, restent aujourd'hui appliqués, qu'ils s'utilisent dans différents contextes. Parfois, ils fonctionnent, parfois moins. Il est donc très intéressant de voir quels sont les différents cas de figure. Nous avons appris au cours de la rédaction de cette édition spéciale, eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, grâce aux différentes contributions, eh bien, nous espérons que vous bien l'apprécierez et nous avons remarqué que cela permet aux apprenants d'utiliser leur langue principale et bien souvent la langue de la communauté et le fait parfois de ne pas pouvoir l'utiliser est une forme de violence qui perpétue d'autres types de violences, parfois la violence physique dans le cadre de l'enseignement. Toutefois, l'ouverture à différentes langues modifie la relation entre l'école et les communautés. Nous savons que l'enseignement multilingue n'est pas une option, il s'agit plutôt d'une condition nécessaire pour que l'ensemble des enfants puissent apprendre sur un pied d'égalité et dans l'équité. Nous avons pu voir que les programmes basés sur la langue 1 en général, élaborés pour les écoles primaires, ont pour objectif de préparer effectivement les enseignants à ce type d'enseignement. Toutefois, et c'est notamment le cas, on le sait dans l'enseignement secondaire, il y a d'autres types d'utilisateurs, d'autres types de langues et que bien souvent il s'agit d'initiatives individuelles. En fait, au niveau secondaire, ce sont les enseignants qui parfois bien, mettent en place leur propre modèle pour pouvoir utiliser certaines langues plus locales. Nous avons aussi pu voir que eh bien, l'utilisation des langues est bien souvent politique, qu'il peut s'agir d'un outil politique aussi pour exclure certains groupes ethniques de l'enseignement supérieur ou pour protéger l'un ou l'autre gouvernement à appliquer certaines pratiques. Vous pouvez donc voir que certaines écoles primaires bien, créent davantage d'espace pour ces langues plus locales. C'est plus difficile toutefois au niveau secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur, bien évidemment. Bien souvent, les langues sont laissées de côté. Nous avons toutefois aussi remarqué certains silences qui perdurent, la voix de certaines langues minoritaires et des locuteurs eh bien, ne se font pas suffisamment entendre et les programmes d'enseignement multilingue perpétuent la marginalisation de ces groupes en ne les incluant pas dans les processus de prise de décision et ne les incluant pas non plus dans le système éducatif. C'est donc un problème qui perdure. Voir comment adapter les politiques. Nous savons aussi que l'aspect de réparation ne fait pas l'objet d'une priorité dans toute une série de régions et de pays et nous voudrions mettre en avant le fait qu'il est important de commencer à parler de réparation, réparation des pertes historiques et des de tout ce qui a été commis à différents niveaux. Nous espérons qu'il y aura d'autres contributions
pour voir comment essayer de réparer les injustices et nous espérons, que, eh bien, que nous essayerons peut-être aussi de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut peut-être, appuyer ce processus, de multilinguisme lorsque c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Il y a encore donc une marge de sujets, qu'il est possible d'aborder, que nous n'avons pas abordé dans cette édition spéciale, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement multilingue. Alors j'aimerais conclure en, présentant les, parties ou les chapitres ou sections que nous avons inclus dans cette édition spéciale. La partie 1 explore le rôle des langues, pour, promouvoir ou affaiblir justement cette frontière entre l'école et les communautés dans lesquelles elles se trouvent. La partie numéro 2 se concentre principalement sur bien les écoles primaires, l'apprentissage fondamental. On aborde les difficultés ou défis pour les enseignants dans les programmes d'éducation, d'enseignement primaire. On a l'exemple de différents pays, l'Inde par exemple. La troisième partie, quant à elle, se concentre sur eh bien, la fin de la primaire, enseignement secondaire et les défis à relever dans le cadre de systèmes de transition. Et c'est Eliakimou Sané qui nous présentera les pratiques multilingues dans les salles de classe des écoles secondaires tanzaniennes. Implication pour la politique, ça, ce sera l'auteur qui va parler de cette section. La partie numéro 4 met l'accent sur le multilinguisme dans l'enseignement des adultes. Et ça, c'est un point important dont nous avons beaucoup parlé dans le domaine de l'enseignement multilingue. Cette partie numéro 4 se concentre sur différents apprentissages concernant bien la formation des adultes, notamment à l'université. Les universités qui travaillent dans ce domaine. C'est Corlenius Gouléret qui présentera l'expérience de l'Ouganda pour intégrer la formation aux langues autochtones. Ça, c'est donc la personne qui présentera ce point. Dernière partie, très importante également. Il s'agit de la partie numéro 5 de cette édition spéciale qui se concentrera sur la politique et la planification de l'éducation multilingue. Il s'agit de bien l'une des problématiques essentielles que l'on a pu observer dans différents pays de par le monde. Les contributions dans cette partie mettent l'accent sur les politiques au niveau national, aussi bien au niveau de l'élaboration que de la mise en œuvre et l'élaboration aussi de programmes nationaux. Et c'est Fernie Hill, Golikol, qui nous parlera du travail qu'il mène aux Philippines pour pouvoir mettre en avant l'importance des langues dans les questions politiques et les questions d'éducation ou enseignement multilingue. Voilà, je pense que c'est tout de mon côté. Je vous remercie à nouveau toutes et tous d'être présents. Merci de m'avoir écouté et je pense que nous pouvons à présent passer aux auteurs. Merci. Merci beaucoup, Prem, et merci aussi à tous les rédacteurs et contributeurs de ce numéro spécial du NORAG. Alors, si effectivement vous vous sentez peut-être inspiré par les propos de Prem sur les sujets manquants, je vous rappelle que nous avons le blog du NORAG qui est très lu. Et si vous voulez contribuer à notre réflexion, outre ce que nous avons échangé aujourd'hui et ce que nous avons couvert dans ce numéro spécial, n'oubliez pas de nous envoyer un article pour notre blog pour que nous puissions mettre en exergue ces domaines que vous considérez comme étant manquants. Bien, je passe maintenant la parole aux auteurs de chacune des sections. Je donne 5 minutes à chacun pour présenter leur contribution. Donc, nous aurons une présentation par section. Si vous voyez eh bien, ma vidéo, ça veut dire que eh bien, le temps qui vous est imparti est terminé. Essayons de rester dans les temps. Alors,
Basile Ndubalo, who is the pedagogical officer at ProQEB, qui est donc responsable pédagogique à ProQEB Enfants du Monde, qui va nous parler du thème faisant la place aux langues africaines et la culture à l'école. Basile, si je peux vous demander d'allumer votre caméra et allez-y. Merci à NORAG comme institution pour avoir permis cet espace de présenter les résultats de plusieurs réflexions sur notre expérience. Je vais tout de suite commencer avec la contribution de notre article. Nous sommes 3 auteurs, vous le savez déjà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers collègues. Je suis Ndubalo Basile. J'ai le plaisir je travaille Enfants du Monde, je suis au Tchad. J'ai le plaisir de vous présenter le substrat de notre article intitulé « Rendons la place aux langues et cultures africaines à l'école ». Une étude qui vise à rechercher l'impact donc de 2 approches plurilingues mises en œuvre par Enfants du Monde à travers le programme pour l'amélioration de la qualité de l'éducation de base au Tchad. Cette étude est partie d'un constat réel, celui d'un enseignement largement monolingue où les enseignements apprentissages se déroulent soit uniquement en français, soit uniquement en arabe, toutes 2 des langues étrangères déconnectant les élèves de leur réalité sociale et culturelle, avec des corollaires présentant des situations déplorables telles que le décrochage, l'échec scolaire, mais surtout la perte d'estime de soi pour la plupart des élèves qui n'arrivent pas à s'adapter à un tel système. Or, au Tchad, c'est une richesse culturelle et linguistique extraordinaire. On y compte 100 langues et cultures, et tout le temps, l'enfant est baigné dans cet univers familial et communautaire diversifié. La question fondamentale de cette étude est comment l'école peut-elle intégrer les langues et cultures, les langues locales et cultures dans les enseignements apprentissages. C'est à cette question que le ProQEB a essayé d'apporter 2 pistes de solutions. D'abord, par l'intégration des langues locales dans les enseignements apprentissages. Ensuite, par la contextualisation des savoirs scolaires dans les savoirs locaux et les pratiques quotidiennes. En ce qui concerne l'intégration des langues locales dans les apprentissages, le ProQEB a expérimenté 2 approches, notamment l'approche d'enseignement en langue nationale utilisant le SAR français, développant ainsi la capacité des élèves à écrire et lire dans les 2 langues, les 2 langues se nourrissant mutuellement et renforçant les apprentissages. L'approche d'ouverture aux langues, quant à elle, met l'accent sur le plurilinguisme en ouvrant des situations pédagogiques aux langues en présence dans les classes, permettant ainsi aux apprenants de débloquer des situations d'incompréhension, mais surtout d'exprimer leurs connaissances primaires, les rendant ainsi actifs à la construction de leur savoir. Les exemples à titre illustratif présentés dans cet article sont parlants. Quand on regarde la production au cours de laquelle cet élève a voulu écrire le mot « le coq » est très fort, et se heurtant à des difficultés d'écrire ce mot, a recouru au phonème O du SAR pour pouvoir écrire le mot O. On assiste ici à un phénomène de transfert linguistique du SAR vers le français, ce que ne pourrait réaliser un élève qui apprend dans un système d'enseignement monolingue. L'intégration des langues locales facilite également l'apprentissage en mathématiques. Dans la numération, par exemple, surtout en ce qui concerne le comptage, en DAI, il y a un double système. Le système est à la fois additif et soustractif. Quand on compte de 1 à 6 en DAI, le système est additif. Alors quand on atteint le nombre 3, le système devient soustractif. Quand on dit Biamta en DAI, cela signifie qu'il manque 3 pour faire 10.
cette possibilité de compter dans sa langue favorise le dialogue entre les cultures, renforce les apprentissages, mais aide à mieux comprendre la situation de la numération. En français, par exemple, le concept 7 est un véritable cachot. Il faut décomposer le nombre 7 pour comprendre la relation qu'il y a entre 7 et 5, entre 5 et 7, et 2 entre 5 et entre 7 et 3. Et donc, c'est un véritable cachot, alors que l'appui de la langue scolaire ici permet de mieux comprendre le concept du nombre 7. Quels sont les résultats auxquels les approches plurilingues sont parvenues? Elles sont parvenues à des résultats probants. L'intégration des langues locales à travers les approches plurilingues développe une meilleure compréhension des consignes, mais surtout des tâches à réaliser par les apprenants. Elle aide aussi à améliorer une plus grande confiance chez les apprenants à l'écrit et à l'oral, ce qui crée une sensation de sécurité psychologique. Quand les enfants utilisent leur langue, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, mais surtout de participer à leur apprentissage. Et donc, cet atout est bénéfique pour les apprenants. De fait, cette étude a montré à travers les résultats que les progrès sont significatifs. Quand on regarde les productions en AOL, les productions écrites en AOL, nous constatons qu'il y a un succès de plus de 18% par rapport aux élèves qui étudient ou qui ont participé à cette évaluation de la production écrite. Et les élèves de l'approche en langue nationale ont présenté un résultat encore plus satisfaisant, notamment 40% par rapport à leurs collègues du système monolingue. En définitive, nous pouvons retenir que promouvoir les langues locales dans les enseignements apprentissages est une nécessité, sinon un impératif didactique. Les langues locales permettent de booster l'éducation afin de la rendre inclusive, mais surtout améliorer la qualité de l'éducation pour réaliser une intégration sociale très satisfaisante. Je vous remercie. Thank you, Basile, for an excellent piece that doesn't only... Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui vraiment, en fait, passe en revue les idées, les notions de cette diversité. Alors, c'est vrai que c'est très pratique, hein. On voit comment fonctionnent les langues, l'alphabétisation, les questions de l'ethnomathématique. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Aparna Dixit, qui est chercheuse indépendante en Inde et qui va nous parler de son travail avec les enfants Adivasi en Inde. Aparna, vous avez la parole. Aparna, pardon. Merci beaucoup, Moira, et merci à NORAC pour cette occasion de présenter justement les études que nous avons menées dans un district du Rajasthan en Inde. C'est une région où, en fait, la plupart des enfants parlent une langue qui s'appelle le Wali à la maison, qui est en fait une langue adivasi qui n'est pas dominante. Alors, c'est vrai qu'il y a peu d'alphabétisation, il y a peu d'acceptation au niveau local des langues locales à l'école. La plupart des professeurs comprennent la langue des enfants, mais la langue d'enseignement est l'hindi. Et donc, on observe un écart entre la langue parlée à la maison et celle qui est utilisée en salle de classe. Et pour combler cette lacune, eh bien, la Language Learning Foundation a lancé en fait un projet pour améliorer l'expression orale des élèves en Wali dans leur propre langue, tout en posant les fondements justement pour l'apprentissage de l'hindi, qui est la langue utilisée à l'école. Et le programme, en fait, s'est centré sur la première et la deuxième classe, sur la base de principes qui étendent l'utilisation de la langue maternelle pour améliorer la compréhension, la confiance et la communication des enfants. Alors, on a passé en revue les textes ou plutôt les livres de classe, la formation des enseignants, etc.
Alors, les résultats d'évaluation de ce programme montrent en fait qu'il y a une grande amélioration, bien sûr, des compétences en matière de lecture et d'apprentissage. La Language and Learning Foundation a en fait mené une étude pluridisciplinaire et nous avons comparé en fait l'école aux adultes. Nous avons évalué les pratiques pédagogiques, les croyances des instituteurs notamment, mais aussi eh bien, la position des élèves. Alors, c'est vrai que nous avons pris eh bien, tous les préjugés peut-être des enseignants et en fait, on se rend compte que en fait, les enseignants reconnaissent qu'il est important d'utiliser la langue locale, surtout à l'école primaire où les étudiants, ou plutôt les élèves, ne comprennent pas toujours l'hindi. Mais c'est vrai que très souvent, dans les écoles, en fait, il n'y a pas eu de stratégie délibérée d'utiliser la langue locale, c'était plutôt une nécessité. L'étude le montre et l'étude montre également qu'il y a des croyances contradictoires. 75% des enseignants, par exemple, croient que, eh bien, une compétence très très forte en matière de langue maternelle contribue à l'apprentissage d'une deuxième langue, mais en même temps, quelques 75% de ces mêmes enseignants croient que seul l'hindi doit être parlé à l'école. Donc c'est un peu contradictoire hein, dans l'esprit des enseignants. Autre préoccupation, eh bien, comment s'adresser à des enfants adivasi? 30% des enseignants croient que leur contexte culturel n'entre pas en ligne d'école à l'école. Et puis, on s'est vu en fait que en fait, les pratiques en salle de cours ne sont pas très inclusives. Et d'ailleurs, nous avons constaté que certains enseignants pensent que tous les enfants peuvent devenir de bons lecteurs, de bons orateurs. Eh bien, dans ces cas-là, les enfants obtiennent de meilleurs résultats. Mais pour les professeurs ou les enseignants qui ont des doutes quant justement à ces compétences, eh bien, on voit que les élèves manquent de confiance, obtiennent de moins bons résultats. Voilà, tout cela, ce sont les effets des croyances des enseignants. Alors, quelles sont les solutions? Que faisons-nous bien? Que devons-nous faire mieux? Eh bien, l'étude que nous avons présentée argumente que nous devons aller au-delà de la restructuration. En restructurant, qu'est-ce que cela veut dire la restructuration? Mise à jour du matériau pédagogique, l'introduction de nouvelles méthodes. Nous pensons que ce n'est pas assez. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une reculturation, pour ainsi dire. C'est un véritable changement de paradigme pour ce qui a trait aux éducateurs et aux enseignants. Les enseignants doivent être aidés afin de réfléchir de manière critique par rapport à leurs hypothèses concernant l'utilisation des langues, par rapport aux étudiants, à l'instruction générale. Mais la voie vers un changement plus pérenne, eh bien, c'est de faire en sorte que les enseignants comprennent pourquoi cela a du sens que d'enseigner en Wagdi. Il ne s'agit pas seulement de plaider en faveur de la restructuration, c'est-à-dire l'adoption de diverses stratégies. Nous nous sommes rendus compte, en fait, qu'à un moment donné, les enseignants eh bien, disposent de pratiques multilingues très sophistiquées, mais nous nous sommes rendus compte qu'une reculturation est nécessaire. Notre expérience, en fait, nous pousse à croire qu'en fait, il nous faut procéder à une refonte culturelle, c'est-à-dire que les enseignants doivent remettre en question leurs croyances, leurs habitudes. C'est absolument essentiel. Et puis, c'est vrai qu'il faut également voir comment se forment toutes ces hypothèses de travail en matière d'enseignement dans un contexte plurilingue. Car il faut faire en sorte effectivement que les changements puissent être pérennes et ce n'est qu'ainsi en agissant en profondeur que l'on pourra changer les pratiques. Merci beaucoup à Parna. Merci beaucoup également d'avoir mis l'accent sur le fait de croire dans ses élèves et dans les capacités de ses élèves, ça fait toute la différence. Alors c'est vrai que l'orientation, outre les compétences techniques, l'orientation que peuvent donner les enseignants aux élèves est fondamentale. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Eliakou Moussane, qui est donc professeur à l'Université de Dodoma en Tanzanie, qui va nous parler des pratiques multilingues dans l'éducation secondaire en Tanzanie. Eliaka, moi, vous la parole. Eh bien, merci beaucoup et bon après-midi ou bonjour, bonsoir, ou que vous soyez habari gani, comme on dit en Kiswahili. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de présenter justement les pratiques multilingues dans les salles de cours secondaires. Alors, la politique d'éducation et de formation en Tanzanie
Eh bien, nous a permis vraiment de nous orienter en fait vers une transition. On est passé du Kiswahili à l'anglais en 6 semaines. Cette politique, en fait, ne tient pas compte de la réalité multilingue des apprenants. Les apprenants, en fait, parlent couramment toute une série de langues bantoues, mais aussi ils parlent des langues non-bantoues qui existent en Tanzanie, le Kiswahili. Et en Tanzanie, nous avons plus de 150 langues bantoues. Et les enseignants eh bien, sont mis sous pression pour n'enseigner qu'en anglais, même s'ils savent que les apprenants ont du mal à comprendre, à participer activement aux cours. En général, cette politique qui ne donne que 6 semaines aux apprenants pour passer à l'anglais, eh bien, voilà qui aliène les enseignants et les apprenants. Et c'est une conclusion que nous tirons grâce à une étude que nous avons menée entre 2022 et 2024 en Tanzanie avec le financement du British Council sous le nom de l'ELSAT, c'est évaluer les approches qui soutiennent la langue dans la transition à échelle. Et là, nous avons en fait étudié 4 écoles dans toute la Tanzanie, où là, effectivement, nous nous plongeons dans des contextes linguistiques et culturels différents. Et là, effectivement, nous avons observé les salles de cours, nous avons interviewé les apprenants, les enseignants dans les écoles. Et cette étude nous a permis de montrer que malgré cette politique très rigide d'enseignement en anglais en Tanzanie, eh bien, les enseignants utilisent des pratiques informelles multilingues pour permettre aux apprenants de comprendre les sujets, pour apprendre aussi la langue d'enseignement qui est l'anglais. Certains enseignants passent du Kiswahili à l'anglais et vice-versa, ou entre la langue locale et l'anglais très couramment pour permettre à leurs apprenants, à leurs élèves, eh bien, de mieux d'apprendre dans la langue d'enseignement. D'autres utilisent évidemment eh bien, l'échafaudage multilingue qui est amené en classe pour que les apprenants puissent mieux comprendre. Sinon, les étudiants ne vont pas comprendre ce qui est enseigné dans la langue d'enseignement, langue qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment pour bien comprendre. Alors, nous avons de meilleurs exemples ici dans une des écoles dans la région de Maasai où la plupart des élèves parlent une langue Ma. Eh bien là, les enseignants ont amené différentes plantes et à demander aux élèves de nommer les plantes dans leur langue et de nommer aussi les caractéristiques de ces plantes dans leur propre langue avant que l'enseignant ne passe à l'anglais. Dans une autre classe, nous avons vu qu'un enseignant donnait des cours sur des appareils de laboratoire et il a amené une vidéo, il a fait voir une vidéo pour que les élèves puissent apprendre les noms des différents matériaux. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le laboratoire, il n'y avait pas suffisamment de matériel pour montrer tout cela à ses élèves. Donc voilà, ce que nous avons observé, c'est que les apprenants étaient vraiment mobilisés. Les élèves voulaient vraiment apprendre. Et le témoignage des élèves montre que lorsque les enseignants n'utilisent que l'anglais, ils se déconnectent de leur public, donc de leurs élèves. Les élèves se sentent découragés. Mais lorsqu'il y a des pratiques multilingues qui sont appliquées dans la salle de cours, les élèves se sentent intéressés et ils aiment les enseignants qui mélangent les langues et qui leur permettent d'utiliser la langue qui leur représente les mieux. Quels sont les défis que nous avons observés à travers cette recherche? Eh bien, certains enseignants ne donnent pas suffisamment de soutien à leurs élèves. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont du mal avec ces pratiques multilingues en salle de cours. Et donc, en fait, très souvent, ils monopolisent la parole par conséquent. Et puis, c'est un pouvoir que d'utiliser les pratiques multilingues. Et ce pouvoir est entre les mains des enseignants. Les apprenants n'ont pas énormément de marge de manœuvre. Ils n'ont pas la liberté de choisir une langue autre que l'anglais. C'est vraiment leur professeur qui leur impose, disons, l'utilisation de l'une ou l'autre langue en salle de cours. Ce qui implique que la politique rigide monolingue comme la politique
de l'anglais uniquement en Tanzanie ne correspond pas à la réalité des salles de cours. Nous l'avons vu, les professeurs en salle de cours utilisent différentes langues pour aider les apprenants. Mais aussi, eh bien, comme je vous le disais, nous avons quelques 150 langues en Tanzanie. Eh bien, ces langues, eh bien, ne font pas barrage à l'apprentissage. Au contraire, elles l'étayent. Et justement, les élèves se mobilisent. Ils sont bien plus heureux lorsqu'on utilise leur langue en salle de cours. Nous constatons aussi que lorsque les enseignants ne sont pas prêts pour utiliser le multilinguisme en salle de cours, eh bien, ils ont du mal et ils n'apportent plus de soutien à leurs apprenants. C'est la raison pour laquelle les livres de cours et les auteurs de livres de cours doivent également tenir compte de ces pratiques multilingues en salle de cours et la langue dans la phase de transition devrait tenir compte, ou le choix de la langue dans la période de transition doit tenir compte du multilinguisme des apprenants. En conclusion, l'utilisation de stratégies multilingues eh bien, dépend de la formation des enseignants et aussi des ressources disponibles, mais il s'agit aussi de réformer les politiques qui appellent un enseignement monolingue justement en salle de cours. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation de l'expérience de la Tanzanie. Merci beaucoup, Elia Kimu. Merci d'avoir expliqué le pouvoir des enseignants pour justement renforcer les capacités des apprenants, comment les intégrer, comment travailler sur cette base avec les étudiants pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils se sentent impliqués. Merci beaucoup. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir le père Cornelius Wambi-Gulere, qui représente le Hellenic College de Holy Cross aux États-Unis, qui va nous parler de l'enseignement supérieur en Ouganda. Père Cornelius, je vous en prie, vous avez la parole. Je vous demanderai d'allumer votre caméra et nous sommes prêts à vous écouter. Merci beaucoup. Alors, on me dit que la vidéo n'est pas autorisée par l'hôte de la réunion. Est-ce que vous pouvez m'autoriser peut-être? Voilà. Bonjour Moira, bonjour à toutes et à tous. Si vous me le permettrez, j'aimerais partager quelques éléments de mes travaux de recherche sur l'intégration des langues autochtones dans le système de l'enseignement supérieur ougandais. L'Ouganda compte plus de 65 langues autochtones qui représentent un héritage culturel riche. Toutefois, malgré cette diversité linguistique, la langue dominante dans l'enseignement supérieur reste l'anglais et le kiswahili. Cela marginalise les langues autochtones qui risquent d'une part une perte culturelle, mais qui crée aussi des barrières pour les étudiants qui ne sont pas suffisamment à l'aise dans ces langues étrangères dominantes. La question que j'ai abordée dans ce document est comment pouvons-nous intégrer les langues autochtones dans l'enseignement supérieur pour favoriser une plus grande inclusivité et préserver cette diversité. À l'université de Makerere, mon alma mater, qui est l'une des institutions les plus importantes, il y a eu des difficultés pour intégrer 10% des langues autochtones ougandaises dans les programmes. Les programmes incluent aujourd'hui toutefois des langues comme le Ruganda, le Naktara, qui est en fait un groupe de différentes langues. Dans le Hecheka, nous avons aussi le Luo, qui regroupe 2 autres langues, le Swahili, et récemment l'ajout du Klosoga, ma langue qui vient donc récemment d'être intégrée au groupe après 25 ans depuis la première demande. Ces programmes se concentrent sur un mélange de documents oraux et écrits qui incluent toute une série de connaissances, de savoirs scientifiques, littéraires. Cela permettra d'une part de préserver les langues, mais aussi de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences concrètes et de tenir compte et d'intégrer justement leur héritage culturel. Jusqu'à présent, l'intégration de ces cours a déjà montré des résultats positifs. Nous avons par exemple vu que les étudiants intégrés dans certains des cours ont pu justement obtenir de meilleures possibilités d'emploi dans des services de traduction et d'enseignement pour le simple fait d'avoir manifesté leur participation à ce programme. Ces cours
ont d'une part rendu les étudiants plus à l'aise dans leur langue et ça leur a aussi permis de gagner en confiance, en fierté dans leur identité culturelle. Plus important encore, ils proposent ces cours une plateforme pour une plus grande diversité linguistique tout en respectant ainsi le droit des citoyens à refléter leur patrimoine culturel. Ce basculement reflète un mouvement plus international vers un enseignement plus multilingue et un processus qui permettra d'améliorer, de voir justement, d'améliorer les possibilités de l'enseignement, d'atteindre de proposer une expérience plus large. En Ouganda, ces changements sont essentiels pour préserver les identités culturelles tout en améliorant aussi la cohésion sociale. Les langues ne divisent pas, elles permettent la cohésion, elles permettent aux personnes de vivre ensemble. Et ces initiatives contribuent à la décolonisation de l'éducation. Elles remettent aussi en question la dominance des langues étrangères qui ont formé et donné forme au programme et sur le transparent que vous allez peut-être voir à présent à l'écran, eh bien, les défis portent plutôt sur les ressources et la formation qui est nécessaire. Les personnes que vous voyez ici à l'écran, ce sont les ressources que nous avions en 2010 dans les différentes langues qui ont été introduites au niveau primaire et secondaire. Ces ouvrages, ces livres sur la table ont été rédigés par des étudiants qui ont participé à nos programmes grâce à un projet d'histoire africaine, le projet WIVA que vous pouvez voir ici. Ils ont toutes et tous contribué. Et les ressources, des ressources comme celle-ci, nécessitent un déploiement et des institutions, notamment plus nationales et différents centres ougandais, sont sous-financés aujourd'hui. Ils n'ont pas les professionnels nécessaires à intégrer pleinement les langues autochtones au programme scolaire. Cela nous permet de mettre en avant le besoin que nous avons, besoin de soutien politique, formation des enseignants, à des administrateurs et de chercheurs qui pourraient plaider et enseigner ces langues autochtones de façon efficace. L'expérience ougandaise nous a appris des leçons intéressantes au niveau international, l'intégration des langues autochtones dans les programmes académiques et ce, pas uniquement pour préserver l'héritage culturel, mais aussi pour garantir une plus grande équité, pour reconnaître également l'importance de la diversité linguistique. Les universités peuvent créer un environnement qui favorisera l'inclusion sociale et la fierté culturelle, car aujourd'hui, les institutions sont de plus en plus confrontées à une grande diversité. Le fait d'intégrer ces langues peut devenir une stratégie clé pour avoir un apprentissage plus global et complet. En conclusion, l'intégration des langues autochtones dans l'enseignement supérieur n'est pas qu'une politique éducative. Il s'agit d'un droit humain, d'un impératif culturel. Et il s'agit ici de bâtir des sociétés plus inclusives et de cohésion. Je remercie tous les participants. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Cornelius. Merci de nous avoir montré comment les langues permettent cette cohésion et permettent aux gens de travailler ensemble et non pas de diviser. Merci beaucoup. Petit rappel, nous avons un service de messagerie qui est très actif. C'est fantastique. Cela montre l'implication des participants sur ces différents sujets. Les questions seront tirées de l'onglet questions-réponses. S'il y a donc des questions en suspens, je vous encouragerai à les poser sur l'onglet questions-réponses et puis de parcourir les questions qui ont déjà été posées. Notre dernier intervenant de cette édition spéciale, numéro 11, est Fernhill Kolikol, qui est professeur assistant à l'université Yondana State. Il va nous parler de l'apprentissage ou l'éducation donc multilingue aux Philippines. Fernhill, je vous en prie, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Le titre de cette présentation est
en effet la politique d'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle et sa mise en œuvre aux Philippines, les défis, plaidoyers et perspectives. Je commence par les dernières évolutions de cet enseignement plurilingue aux Philippines, l'utilisation de certaines structures qui avaient pris fin toutefois en 2024 par le biais d'une décision publique. Cette décision imposé le philippin et l'anglais et les langues autochtones étaient plutôt relayées au second plan. Avant cela, en juillet 2024, le Sénat philippin avait approuvé un projet de loi qui visait à interrompre l'utilisation des langues maternelles, et ce, à différents niveaux, dès la maternelle. Et autre réforme importante qui avait été mise en œuvre en 2023 avait déjà envisagé le retrait de la langue maternelle à différents niveaux, notamment les niveaux primaires. L'utilisation de la langue maternelle, toutefois à la maternelle et à l'éducation primaire, faisait partie de l'approche plurilingue du pays et par les programmes MLE qui étaient mis en place aux Philippines dans différents programmes, et ce depuis l'année 2009. Les dernières actions du gouvernement de ces dernières années, dernières interventions qui visent à éliminer ces langues autochtones montrent un manque de soutien et un manque d'engagement vis-à-vis de l'enseignement plurilingue, malgré l'ensemble des études et la multitude de travaux de recherche qui mettent en avant l'importance de ces programmes en termes de pédagogie, d'enseignement et d'équité également. Et la principale raison qui avait été fournie par le gouvernement était bien l'absence de formation adaptée des enseignants, l'absence de soutien au sein de la communauté. Mais cette analyse montre que le gouvernement et les responsables du gouvernement qui ont décidé de soutien plutôt que d'intégrer cette approche se basent sur une vision très étroite de l'enseignement plurilingue qui ne tient pas compte des réformes précédentes qui privilégiaient une vision plus intégrante et tenaient compte de certains facteurs socio-culturels en la réduisant finalement à des résultats mesurables sur base de critères internationaux. Et avec cette situation aux Philippines et ces différentes décisions qui vont à l'encontre de l'environnement plurilingue, moi, je retiens différents messages. Tout d'abord, il faut pouvoir proposer une vision alternative et remettre en question ainsi la prédominance de l'anglais dans l'enseignement. C'est quelque chose qu'il est possible de faire en tenant compte d'indicateurs de qualité, en écoutant certains scénarios locaux, en écoutant aussi la voix des personnes au niveau local pour promouvoir la justice sociale et essayer de ne pas imposer les valeurs de ces leaders du gouvernement. Autre point, le multilinguisme ou l'utilisation de différentes langues à l'école doit être vu comme une ressource et l'enseignement plurilingue est une ressource, un moyen d'éducation. Troisième élément, les politiques d'enseignement doivent s'inspirer du passé avant de décider de modifier les programmes et d'imposer l'anglais. Notamment, la dominance de l'anglais comme moyen d'enseignement aux Philippines, qui avait débuté au XXe siècle, avec l'influence des États-Unis, a donné lieu à toute une série de conséquences aux Philippines, qui a empêché beaucoup de Philippins à exprimer leur héritage culturel, à s'exprimer dans un cadre post-colonial qui reflétait la dominance et remettait ainsi en question l'élaboration et la présence d'autres langues. Autre élément important, l'idéologie associée à ces décisions. Ce sont des décisions qui viennent inverser finalement et remettre en question l'enseignement bilingue. Lorsque il rédige des politiques dans le secteur de l'enseignement, les responsables ne tiennent pas toujours des compétences qui sont nécessaires. Il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle idéologie orientée, plus libérale, orientée vers le marché. Et cela réduit la qualité de l'enseignement. Les étudiants sont vus comme des consommateurs qu'il faut rendre commercialisables. Et avec cette approche, nous remettons en question l'héritage philippin, y compris sa langue.
avec ces décisions anti-langue locale, eh bien, aujourd'hui, on le voit, il s'agit d'accroître les gains qui sont bien possibles pour certains enseignements, même si c'est quelque chose qui est acceptable pour la plupart des Philippins, pour beaucoup de groupes notamment. Et on le sait, dans certaines communautés plus autochtones, communautés musulmanes dans le Sud, la langue reste essentielle pour l'apprentissage. Et alors que la plupart des décideurs politiques bien, prennent des décisions au cours de leur mandat, ils choisissent l'approche plus étroite en se concentrant sur le philippin et l'anglais et ne tiennent pas compte de cette diversité qui existe aux Philippines. Il y a toutefois beaucoup de preuves qui montrent l'importance de ces diverses langues, du MLE par exemple. Il y a des études qui ont été menées par un centre de recherche qui montrent que dans différentes études, dans ces différents contextes plurilingues, les étudiants obtiennent de meilleurs résultats dans d'autres matières s'ils ont pu étudier en tagalog, par exemple, et l'utilisation aussi de certaines langues autochtones qui sont importantes et qui sont utilisées comme langue d'évaluation. Alors, bien évidemment, nous sommes confrontés à ce problème aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui bien, des résultats assez bas à l'étude PISA notamment qui sont mis sur le dos de bien, la mauvaise application de ces décisions politiques. Le but est d'améliorer la partie mise en œuvre du programme et le message final que j'aimerais partager est que nous devons soutenir le niveau local, le niveau de terrain pour que justement les universitaires soient plus écoutés, pour qu'ils insistent et que justement qu'on permette un enseignement plurilingue et que l'on n'applique pas forcément ces décisions prises par des leaders. Il y a différents mouvements, on l'a vu avec différents groupes qui ont vu le jour, International Filipino et d'autres universités qui jouent leur rôle pour faire en sorte que ces mesures anti-multilinguisme soient justement remises en question car ils sont néfastes pour le pays. Voilà donc mon commentaire final. Il faut soutenir le niveau de terrain, la base, et remettre en question la dominance de ces plus hauts niveaux du gouvernement pour que l'on puisse trouver un équilibre. Je pense que c'est important, trouver un équilibre dans ce processus de mise en œuvre de cadres et de politiques d'enseignement plurilingue efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fernie Hill. Oui, alors vous soulignez que justement ces outils de tests internationaux ont vraiment un effet au niveau local. Effectivement, il y a ici bien une évaluation de rendement. Or, le point de départ est déjà très inégal. Et dans ce numéro spécial, en fait, on voit comment créer peut-être une situation d'égalité pour tous les acteurs, ou en tout cas, on essaie de pallier les inégalités. Merci beaucoup. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées. Malheureusement, nous n'allons pas toutes les passer en revue. Je vais peut-être inviter tous les auteurs et contributeurs qui sont présents à allumer leur caméra pour qu'ils puissent se joindre à moi pour cette table ronde virtuelle, question que nous puissions commencer à répondre à ces questions qui nous sont posées. Alors, plusieurs questions ont trait au fait que... Alors, est-ce qu'on peut mettre ça à l'écran, s'il vous plaît? Alors, il y a cette question de ressources, des ressources. Il s'agit de donner des ressources aux enseignants, veiller au financement.
plusieurs questions ont porté sur eh bien, la logique qui veut que l'on veut donner la priorité aux minorités ou aux langues locales. Je crois que dans toutes vos présentations, en fait, vous nous avez montré qu'il y a des preuves probantes en matière d'apprentissage, de culture, de renforcement culturel, de cohérence et de collaboration. Et donc voilà, c'est votre point de départ et c'est ce qui justifie que l'on investisse des ressources au lieu de partir d'un raisonnement inversé en se disant oui mais bon ça va être trop cher donc on va pas investir. Non, non, on sait que c'est efficace, donc comment assurer le financement d'une telle approche? Alors, il y a aussi une autre question sur eh bien, la stigmatisation internalisée. Vous avez des minorités qui considèrent que leur propre langue est une barrière, tellement ils ont internalisé ces préjugés. Alors, peut-être que je vais passer la parole à Angeline. Que faire justement autour de cette stigmatisation intériorisée des langues minoritaires? Comment aider les communautés à se réapproprier leur langue? Merci, merci Moira. Alors justement, la stigmatisation intérieure, eh bien, est le résultat en soi du système éducatif. Dans certaines des contributions de ce numéro spécial, et notre rédacteur l'a déjà mentionné, eh bien, nous parlons de la colonialité, pour utiliser le mot, dans l'éducation. Et c'est ce que disait aussi Prem. Alors, on parle d'approche ou de perspective monoglossique ou interglossique ou interlangue. Eh bien oui, en fait, c'est un petit peu, cela découle un tout petit peu du pouvoir colonial qui a décidé s'il voulait effectivement une éducation monolingue ou multilingue. Et voilà, on le voit. Alors, d'ailleurs, dans l'enquête initiale, c'était quoi, 40 ou 60% des personnes qui disaient qu'elles étaient présentes et qu'elles participaient ici, mais qu'elles parlaient une langue minoritaire. Vous vous souvenez, hein, cette enquête en début de séminaire. Donc, nous avons cette éducation qui fait que les enfants se sentent inférieurs, qu'ils ont honte de parler à la maison une langue qui est différente de celle qu'ils doivent parler à l'école. Et quand on se rend compte de cela, eh bien, on se dit, bah voilà, il faut changer les choses. Hein, il faut vraiment qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui rend nos systèmes éducatifs si préjudiciels et aussi si peu efficaces, parce qu'il y a un lien direct. Alors, il y a plusieurs pays qui ont été représentés aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'il y a en fait très peu de participation des langues minoritaires au niveau, par exemple, de l'éducation secondaire. En Tanzanie, en Ouganda, beaucoup d'enfants issus de milieux multilingues minoritaires, eh bien, ces enfants-là ne vont pas à l'école secondaire et c'est un énorme problème. Il faut pouvoir trouver une solution. Merci, merci beaucoup. Une autre question qui a été abordée par nos participants, eh bien, c'est la question des langues multiples. Il ne s'agit pas seulement d'avoir eh bien, une salle de cours avec des élèves en première ou en deuxième année qui parlent une langue différente par rapport à la langue d'enseignement. Non, on a des classes entières avec des enfants qui ont qui parlent des langues tout à fait différentes. Est-ce que vos recherches vous permettent de répondre à cette question-là? Comment faire par rapport à ce contexte? Elia Kimo. Alors, c'est le cas en Tanzanie, effectivement, dans une salle de cours, comme je le disais. Hein, en Tanzanie, nous avons déjà plus de 150 langues bantoues, et ça, c'est que les langues bantoues. Et ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, la langue d'enseignement, de scolarisation peut être utilisée, mais pourquoi ne pas explorer en tant qu'enseignant les connaissances en différentes langues? Et vous permettez alors à vos élèves de se traduire les uns aux autres. Si vous leur permettez de comprendre, si vous leur dites par exemple, bah, comment vous appelez ça dans votre langue, et ils vous disent, bah, ça on appelle ça comme ça dans notre langue, et bah, c'est beaucoup plus facile de guider les élèves pour transférer leur connaissance de cette langue d'instruction à la langue locale, à leur langue maternelle. Alors parfois, vous voyez, des enseignants qui viennent d'une société différente par rapport à ses élèves. Et donc, l'enseignant peut ne pas toujours comprendre la langue de l'élève. Mais il y a certains professeurs qui peuvent, par exemple,
peuvent amener un interprète, quelqu'un d'externe, et qui va dire à ses élèves, vous savez quoi, on est ici ensemble, on ne parle pas tous la même langue, mais on peut se comprendre parce qu'il y a cet intermédiaire, cet interprète qui nous aide à nous comprendre. Ça peut aider aussi dans la salle de cours. Merci beaucoup. Père Cornelius? Oui, merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose à ce que disait Eliakim. Mon expérience personnelle me fait dire que, moi, j'ai pu apprendre les mathématiques et les sciences grâce à cette pratique multilingue, justement. Vous savez, les profs ne savaient pas comment nous expliquer, par exemple, les concepts scientifiques avec leur langue. Donc voilà, ils ont dû utiliser d'autres approches, utiliser des concepts que nous comprenions, que nous connaissions. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vient nous dire, ah, ces Africains, ils sont pas très bons en sciences ou en mathématiques, mais quelle est l'aune que vous utilisez pour mesurer nos connaissances? Parce que nous avons ces connaissances mathématiques ou scientifiques, mais quand on utilise les langues des personnes, que parlent les personnes, alors on entre dans un terrain d'entendement commun. Alors, dans une salle de cours, évidemment, vous pouvez avoir des élèves avec plusieurs langues. Eh bien, plus vous connaissez les autres langues, plus nous assurons la paix, plus nous assurons aussi la communication, mais aussi la compréhension des concepts. Aparna. Oui, merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je voulais peut-être amener une autre perspective, celle de l'Inde. La Language and Learning Foundation et moi-même, nous avons travaillé sur une typologie de situation en salle de cours. Nous avons catégorisé le nombre de personnes dont c'est la première langue et qui sont présentes en salle de cours. Et nous avons essayé de voir si les enseignants parlent cette première langue. Et cela nous a permis de voir s'il y avait besoin de certaines solutions. Par exemple, les enseignants doivent apprendre la langue en question. Est-il nécessaire de publier du matériel pédagogique dans cette langue? Voilà à quoi ça sert, cette typologie et cette méthodologie de catégorisation, si ça peut aider. Merci beaucoup, Fernie Hill. Alors, je voulais partager avec vous la pratique que nous utilisons dans la province qui est le plus au sud des Philippines. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un contexte multilingue et un enseignant utilise une langue différente, une langue maternelle différente, qui n'est pas, dirais-je, la langue reconnue par le ministère de l'Éducation en tant que langue maternelle. C'est-à-dire que là, l'enseignant en question est en train de violer les politiques en place juste pour s'adapter justement aux conditions des élèves dans cette province. Et oui. Et nous constatons en fait que les enseignements exercent quelque part, j'ai envie de dire, leur libre arbitre et se mettent en contradiction vis-à-vis de la loi, en contravention pour s'adapter à leur école, à leur public. Et on se rend compte que ces professeurs s'approprient le contexte, remettent en cause la politique qui leur est imposée. Donc on voit ces dynamiques sur le terrain. Donc, il faut vraiment voir comment ça fonctionne, les résultats que l'on obtient grâce à ces dynamiques pour voir comment améliorer nos pratiques pour promouvoir l'éducation multilingue. C'est vraiment très, très intéressant. Évidemment, quand on regarde les situations au cas par cas sur le terrain. Merci beaucoup. Anthony. Alors, c'est vrai que nous avons un problème ici. Vous avez les enseignants qui ne parlent pas la même langue que les apprenants. C'est vrai qu'on se rend compte qu'un peu partout dans l'éducation, qu'en fait, on peut y avoir des différences entre les enseignants et les apprenants au niveau du contexte social, au niveau de l'éducation. Mais au niveau linguistique, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Alors, je veux rebondir sur ce que disait Eliakimou, qui disait qu'on pouvait faire appel à un interprète en salle de cours. Eh bien oui, moi je dirais que c'est une façon de procéder qui est tout à fait pertinente, mais il y en a une autre. C'est ce que nous appelons l'interlangue indicative. Nous utilisons des comparaisons. Je n'ai pas vraiment besoin d'apprendre la langue d'un apprenant pour lui demander, dans ta langue, comment on dit fraction, par exemple?
Et puis, cela vous permet de vous pencher sur la notion même d'une fraction, de la concevoir dans cette langue de l'apprenant. Et puis, on peut alors se poser la question, mais qu'est-ce qui est mathématiquement correct dans cette notion que toi, tu as de la fraction par rapport à la mienne? Qu'est-ce qui est correct, mathématiquement parlant, et qu'est-ce qu'il est un petit peu moins? Comment utiliser ce qui passe le test mathématique pour approfondir la connaissance de cette notion mathématique? Voilà comment faire pour justement peut-être adopter une approche vraiment systémique basée sur le multilinguisme. Je n'ai pas besoin de connaître la langue de mes apprenants. Je peux simplement profiter de toutes ces langues qui sont présentes dans la salle de cours pour justement systématiser l'accès à ces connaissances. Merci beaucoup. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'accès épistémique. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas justement garantir la justice épistémique à travers un accès épistémique? Alors, je vous invite maintenant à regarder la section questions-réponses et vraiment à consulter bien sûr cette section. Et là, je vous demande de répondre si vous le pouvez d'ailleurs. Et là, je lance un appel à nos auteurs. Nous avons maintenant, nous devons aller de l'avant. Je vais maintenant passer la parole à Barbara Trudel, qui est en fait notre consultante principale en matière d'alphabétisation et d'éducation à CIL Global. Je lui donne les 5 dernières minutes pour la clôture, pour qu'elle nous fasse part de ses réflexions. Barbara, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Un petit écho pour l'interprète quand même. Hein? Alors, voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, maintenant, vous connaissez un tout petit peu le monde dans lequel ont baigné nos auteurs au cours des derniers mois. Vous vous serez rendu compte, en fait, que ce numéro spécial du NORAG sur le multilinguisme et la transition linguistique, à quel point ce numéro est riche. Alors, les 6 auteurs que nous avons entendus aujourd'hui ne représentent que 25% des questions qui sont abordées et des articles qui ont été écrits dans ce numéro spécial. Et il y a aussi d'excellentes idées qui n'ont pas été reprises dans ce numéro spécial. Donc, merci beaucoup à eux. Et nous espérons à vous, mesdames et messieurs, que vous profiterez de ce vivier de connaissances. Je voudrais conclure sur quelques points. Je ne vais pas être trop longue. Alors, la première chose que j'ai entendue, que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'est que quelqu'un s'est posé la question de savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il dans la salle de cours? Et ça, c'est une question qui m'intéresse au premier chef. Moi, je me demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis la deuxième question que je me pose, c'est, non, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe ici? Et je crois qu'ici, nos auteurs nous ont présenté ce qui se passe vraiment sur le terrain. Vous êtes tous des éducateurs, vous avez la théorie en tête, et puis vous avez les pratiques dans la salle de cours. Des pratiques qui ont cours parce que les enseignants sont sur place, parce qu'ils essaient de trouver des solutions, et ils veulent aider leurs apprenants, leurs élèves à apprendre. Il apparaît très, très clairement aussi que ces comportements, ces pratiques peuvent ou pas se fonder sur des politiques. Mais ces pratiques existent avec ou sans politique. Et pourquoi justement ne pas fonder nos politiques et nos politiques sur la pratique, surtout sur des pratiques qui portent leurs fruits? Ça, ce serait une première réflexion. Et puis, deuxième réflexion sur la politique, justement, c'est un peu mon dada dernièrement. Nous voyons que l'environnement politique peut soit être un environnement de soutien aux pratiques multilingues et à l'éducation multilingue en salle de cours, mais ce dispositif linguistique, ou plutôt législatif, peut également constituer une énorme barrière à l'apprentissage multilingue. Et nous l'avons entendu notamment aux Philippines. Ce qui est triste, c'est que les politiques sont souvent un énorme obstacle. Et ces politiques, en fait, ont été adoptées alors qu'il y avait auparavant un environnement de soutien aux élèves dans toute leur diversité en place. C'est ça qui est dommage. Alors, nous savons que les politiques linguistiques ont d'autres priorités que l'éducation et la pédagogie, mais c'est quand même ironique.
Et c'est vrai qu'une éducation multilingue réussie ne se fonde pas sur systématiquement, n'est pas soutenue par une politique. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, une dernière réflexion sur le fait d'être en contravention avec la loi. Alors, c'est vrai je crois que nous sommes dans un même cas, hein, mais personne d'entre nous n'a fini en prison pour avoir violé la loi. Alors, on voit en Afrique, il y a des décisions locales prises par les enseignants, par les membres de la famille, et ce sont des décisions qui ne tiennent pas compte des politiques multilingues. Alors, il y a des langues qui sont censées être utilisées en salle de cours, alors qu'au niveau de la salle de cours, qu'au niveau de l'école, eh bien, la décision en matière de langue qui est prise est en faveur de l'anglais, du français uniquement ou du portugais. Donc, voilà qui porte préjudice aux langues locales. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que eh bien, les enseignants vont violer ces politiques en place dans la salle de cours pour trouver la manière, la façon de faire en sorte que les élèves apprennent. Et le fait de violer ces politiques qui contreviennent au multilinguisme ou qui entravent le multilinguisme, eh bien, le fait de violer ne fait pas d'un enseignant un criminel, il ne finira pas en prison, mais tout de même, et il y a tout de même une question plus fondamentale qui se pose. Quel est le pouvoir de l'enseignement, de l'apprentissage? Le fait est qu'au niveau linguistique, eh bien, voilà, il n'y a pas de politique qui vienne étayer l'enseignement et l'apprentissage multilingue. Et c'est vraiment grave. Alors, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Merci aussi de m'avoir permis de participer à l'élaboration de ce numéro spécial. Merci beaucoup, Barbara. Et merci aussi de nous avoir rappelé à quel point il est important de voir ce qui se passe sur le terrain. Alors, si vous lisez ce numéro spécial, vous verrez pas seulement ce qui se fait sur le terrain, mais aussi ce qui fonctionne. Vous avez un code QR qui s'affiche à l'écran. Vous avez un lien qui a été publié dans la conversation, dans le chat, qui vous donnera accès au numéro spécial dans son intégralité. Ce numéro spécial multilinguisme et transition linguistique, innovation et possibilités, nous avons eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'il y a encore un événement de suivi pour ceux et celles que cela intéresse et qui veulent rejoindre notre réseau. Donc, je vous propose en fait de nous donner une petite minute juste après ce séminaire et là, nous pourrons vous mettre en contact avec nos coordinateurs locaux. Il y a 3 événements qui s'annoncent au cours du prochain mois. Le webinaire régional pour en savoir davantage sur notre réseau et comment en tirer parti. Vous voyez le code QR. Nous avons les lancements régionaux pour notre numéro spécial du NOROC 09 sur l'enseignement fondamental. Et puis, il y aura aussi, en fait, en 2026, ça c'était pour le numéro 9, mais l'année prochaine, il y aura toute une série de lancements régionaux pour ce numéro-ci. Et puis, dernier événement en juin sur la liberté académique et universitaire. Là, évidemment, on parle du droit à l'enseignement, à la recherche et à l'apprentissage. Alors, nous avons cette initiative, le Sud sait aussi ou connaît aussi. Il s'agit en fait d'amplifier ici l'expertise des experts marginalisés, surtout dans l'hémisphère sud, de mettre en lumière tout ce savoir. Rejoignez-nous, rejoignez notre réseau. Si cela vous intéresse, restez pour la session suivante. Et tous les participants recevront un email de suivi avec les enregistrements vidéo, les grands moments. N'hésitez pas à utiliser ce matériel, partagez tout cela avec vos collègues. Assurez-vous que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Et merci aussi de répondre à notre formulaire d'évaluation. Cela nous aide toujours. Et enfin, si vous voulez vous inscrire au réseau NORAC et rencontrer vos coordinateurs régionaux, voilà, nous avons
avons 2 coordinateurs régionaux qui vous attendent. Rejoignez-les. Vous trouverez dans le chat le lien qui vous renverra vers eux. Alors, ces coordinateurs, en fait, passeront la prochaine demi-heure à vous donner des informations sur le réseau, qu'en faire, comment exploiter ce réseau, comment exploiter eh bien, ces publications, ces événements et comment parler de points qui vous tiennent à cœur en matière d'éducation. Merci. Merci à nos contributeurs, à nos auteurs, à notre rédacteur en chef pour tout leur travail, pour eh bien, ce numéro spécial du NORAG. Nous nous réjouissons de vous lire dans d'autres publications. Nous nous réjouissons de recevoir d'autres contributions des participants à qui vous avez servi de source d'inspiration. Certainement, merci aux lecteurs de ce numéro spécial 11. Merci de nous permettre de poursuivre notre travail. Merci beaucoup et je me réjouis de pouvoir vous accueillir dans le cadre d'un autre événement NORAG. Et maintenant, je passe eh bien, le relais à nos coordinateurs régionaux. Merci à toutes et à tous. Au revoir.